Jette le manuel et trouve ta propre voie vers les affaires. Garde ces vérités en tête et tu peux atteindre le sommet comme n'importe qui d'autre. 3 vérités. 1. Il n'existe rien de tel que être découverte. 2. La personne la plus talentueuse ne réussit pas toujours. 3. La vie est parfois chienne. Oublie tout ce que les gens racontent. Il n'existe aucune bonne manière de progresser en affaires. Mon entreprise entière en est la preuve vivante. Les personnes sur qui je compte chaque jour sont arrivées de toutes sortes de chemins et d'endroits très différents. Et plusieurs ont accédé à des postes importants dans l'industrie de la mode à un âge extrêmement jeune, un peu comme moi. Nous avons l'universitaire qui a commencé comme stagiaire pendant les vacances et qui est devenu directeur des relations publiques de l'entreprise à 24 ans. La petite boule de feu d'Oakland qui travaillait pour mon coiffeur a été recommandée par le bouche à oreille et voyage maintenant autour du globe comme l'une de mes assistantes les plus fiables. Nous avons probablement le plus jeune directeur de création publicitaire de toutes marques confondues. Il était un simple junior débutant qui, après la démission de son patron, a prouvé qu'il avait plus d'idées et plus de contacts que des candidats 2 fois plus âgés. Il a décroché son poste à 23 ans. Pendant ce temps, notre responsable senior de marque, super efficace, a obtenu son poste à 24 ans alors qu'elle était initialement arrivée comme simple stagiaire en mode. Et puis, nous avons aussi la professionnelle bardée de diplômes qui a suivi toutes les règles du livre à la lettre et décroche un salaire incroyable. Mais qui, entre toi et moi, n'a pas le bon sens que Dieu a donné à une chèvre lorsqu'il s'agit du vrai monde? C'est une tribu étrange et mélangée de personnalités, menée par moi et mon amour, et ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils travaillent beaucoup, sont passionnés par leur travail, profondément connectés à la culture jeune, et sont tous un peu fous. Il faut l'être un peu pour travailler avec moi. Je partage cela pour que la prochaine fois que quelqu'un dit « c'est pas juste, j'ai pas ces contacts, ces diplômes, cette expérience », tu puisses leur répondre d'aller cogner à quelques portes. Il y a toujours un moyen d'entrer. Il faut juste être un peu créatif parfois, et cela reste vrai pendant toute ta carrière. Peu importe où tu te trouves dans le jeu, peu importe ton niveau de réussite, il y aura toujours quelqu'un de plus talentueux, plus beau ou mieux connecté que toi. Habitue-toi à ça. Si tu commences à te concentrer sur le génie des autres, tu risques d'être englouti par une gigantesque vague de doutes. Oui, il y a un univers entier de personnes brillantes, mais elles n'ont probablement pas exactement le même cocktail. Intelligence, plus style, plus initiative, plus bon timing. Si tu restes positive, le bon endroit au bon moment, ça existe. Il y a un proverbe arabe. Concurrence ne jalouse pas. Le désir de rivaliser te fait entrer dans la course, mais la jalousie te laisse verte et malade, assise sur le côté. Je me suis faufilée dans le monde de la mode malgré le fait que je ne ressemblais pas au mannequin en couverture à l'époque. Je ressemblais plutôt à une couverture de Baby Fat, mais j'ai sauté sur l'occasion de diriger une nouvelle marque de mode urbaine féminine alors que personne n'avait encore inventé ce concept. Un recruteur m'aurait ri au nez si j'avais postulé pour ce poste. Mais mon instinct m'a dit que j'avais quelque chose de spécial à apporter et je n'ai pas hésité à le dire. Mon histoire concerne définitivement le fait d'entrer dans la porte de derrière dans la vie. La porte d'entrée n'est pas toujours ouverte pour tout le monde, alors ne reste pas coincé à essayer d'entrer par là. Grimpe par la fenêtre, passe par l'arrière. L'important, c'est d'entrer dans la maison par n'importe quel moyen. L'approche sans règle a toujours été naturelle pour moi. L'école, c'était une relation amour-haine. J'étais douée, malgré mon emploi du temps bizarre entre le travail et les voyages. J'étais une étudiante de premier rang, toujours sur la liste d'honneur. J'étais aussi membre de la Future Business Leader of America. Mais dès le début, j'ai résisté à tout ce qu'on essayait de m'enseigner sur la structure et la bonne manière de faire les choses. Je détestais ça. À l'école, j'étais cet enfant qui disait « Comment sait-on que c'est vrai? Qui l'a dit? »
Dans la vraie vie, ce trait a parfois irrité les gens. J'étais littéralement la plus jeune mannequin à travailler pour certaines des plus grandes maisons de couture. J'avais à peine le temps de feuilleter Mademoiselle avant d'y être moi-même photographiée. J'étais la moins expérimentée, mais aussi la plus curieuse, et j'étais américaine en Europe, ce qui ne nous rend pas célèbres pour notre subtilité. Pour moi, cette première leçon de Carl a été comme un laisser-passer tout accès. J'étais debout comme une statue dans l'atelier, enveloppée de mètres d'organza rose et de crêpes de Chine bleu marine. Mais j'étais une statue qui parlait. Pourquoi les boutons vont-ils de droite à gauche? Qui a dit qu'on devait porter des bas noirs? Je n'étais qu'excitée et bavarde. Pour eux, j'étais probablement précoce et profondément agaçante, et j'ai été piquée plus d'une fois par des aiguilles. L'approche de No Rule m'a amenée loin. Puis, il y avait cette manière d'apprendre où, dans un travail d'équipe, tu as un A, quelqu'un d'autre un D, et tout le groupe reçoit un C. Je me plaignais toujours. C'est pas ma faute s'ils sont nuls. Le coach de basket disait toujours, tu ne peux pas tout faire toi-même. Tu dois passer la balle même si tu peux très bien tirer. Et je ne pouvais pas. La vie est une équipe. Ça me semblait suffocant. J'ai toujours préféré partir dans mon propre délire plutôt que d'attendre que l'équipe soit alignée et que les papiers d'autorisation soient signés. La vie est trop courte. Pourtant, j'ai quand même essayé la voie classique pendant un moment après le lycée. J'ai été diplômée en même temps que ma classe et je dois en rendre crédit à ma mère parce qu'elle refusait absolument que j'abandonne en cours de route et elle avait raison. Il n'y a tout simplement aucune excuse pour ne pas terminer le lycée, peu importe le genre d'opportunité de carrière incroyable qu'on te met sous le nez. Quand je suis revenue de mon dernier séjour à l'étranger, j'avais 3 ou 4 bourses sur la table, offertes par différentes universités grâce à mes notes, dont plusieurs étaient complètement payées. Et après des années à marchander, négocier et plaider avec ma mère pour obtenir ma liberté, c'était le seul point sur lequel elle est devenue ultra intransigeante. Je devais aller à l'université. Elle m'aurait pratiquement renié si je ne l'avais pas fait. Mon héritage asiatique a pris le dessus. Ne pas essayer de faire plaisir à mon parent après tout ce qu'elle avait fait pour moi aurait été beaucoup trop culpabilisant. J'ai essayé pendant quelques sessions dans une université locale, mais j'étais devenue une fille au rythme rapide, habituée aux lumières vives et à la grande ville, et de retour chez moi, dans le Midwest endormi, je me sentais enfermée et hors de mon élément. Les années passées à faire des défilés m'avaient rendue accro à la gratification instantanée. C'est pourquoi je les ai toujours préférés aux éditoriaux où il fallait attendre des mois avant de voir les photos dans un magazine. J'étais accro à l'adrénaline et à l'excitation d'être dans une capitale de la mode. Et en plus, personne n'appréciait mes vestes en tweed ornées de boutons dorés avec les pois cousus à la main dans les ourlets. Un style fabuleux juste sous les yeux de ses sœurs de sororité, et elles n'y comprenaient rien. Pas mieux que si c'était des vestes universitaires. C'était tragique. Alors j'ai été transférée dans un collège à New York. J'ai trouvé un appartement et je n'ai pas pu m'empêcher d'en informer mes agents. Très vite, les appels recommencèrent pour du travail. Fashion Week à Manhattan, les défilés à Milan, tout cela me paraissait tellement plus réel que d'être assise à un bureau de bibliothèque. Je ne pouvais pas résister. Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans la loi 1? La frustration engendre la motivation. Voilà de quoi je parle, les gens. Avançons de quelques années. Nous reviendrons sur l'entre-deux plus tard. Je venais de me marier avec le parrain du hip-hop. Mon mari, Russell Simons, avait fondé Def Jam Records, puis Fat Farm Clothing. En tant que sa femme, j'avais l'opportunité de profiter d'une installation plutôt confortable. Mais j'étais financièrement indépendante, sans parler de mon énergie, depuis que j'étais adolescente. La vie était un hustle pour moi, un cycle continu où il fallait joindre les deux bouts, être payé et trouver de nouveaux emplois. Donc, m'arrêter soudainement, être oisive, sans défi ni moyen créatif de redonner, ce n'était pas amusant du tout. J'ai essayé d'être une bonne partenaire au foyer.
Je l'ai fait. J'ai même pensé que ce serait amusant. Mais une fois que j'avais terminé de concevoir notre maison, choisi chaque meuble et tout mis ensemble, tout était trop calme. C'était déprimant. J'ai remarqué que lorsque vous n'exercez pas vos talents ou que vous ne sortez pas de votre énergie dans le monde, c'est presque comme si votre sens de l'identité commençait à se ratatiner. Quelle que soit la force avec laquelle Dieu Tout-Puissant nous a créés, il n'avait certainement pas l'intention que nous passions nos journées à contempler manicure française ou naturelle. J'étais en train de devenir folle. Pas de hustle, pas de défi. Pas de service, pas de récompense. Heureusement, je suis une attrapeuse d'opportunités. Je suis douée pour sentir le vide dans le marché. Remarquer qu'est-ce qui manque là dehors et qui devrait exister. J'aime prendre ce qui me passionne et voir comment cela peut être réemballé et personnalisé pour un autre public. C'est comme faire de moi le maillon manquant. Et ce que je pensais en regardant mon mari travailler sur sa ligne de vêtements et en m'immergeant dans la culture hip-hop, c'était que c'était vraiment un problème que les femmes urbaines n'aient pas accès à la mode. La culture urbaine a son propre style, mais il manquait le vrai truc. Tout le clinquant et le super féminin des vêtements que j'avais l'habitude de porter en tant que mannequin. Et voilà que moi, une fille qui avait gravi les échelons et travaillé pour la plupart des grandes maisons de mode du monde, me retrouvais mariée à une figure majeure du hip-hop. Je voyais avec une clarté totale ce que je pouvais apporter. Je pouvais fusionner le monde d'où je venais avec le monde dans lequel je venais d'entrer. Le hip-hop avec la haute couture, beats and bling, c'était mon sens des affaires et ça n'existait pas avant. Peut-être que ça semble évident maintenant, mais à l'époque, c'était radical. Je veux dire, beaucoup de gens ne savaient même pas qui était Cavalli quand je portais ces jeans à 3000 $ dans les années 1990. Les jeunes ne portaient pas du Versace sur MTV. C'était l'aube du glamour hip-hop. Les artistes créaient leur propre tenue. Ils ne venaient pas voir Donatella ou Armani à Milan. Je voulais offrir aux femmes des vêtements qui les feraient se sentir aussi féroces que moi. Avoir l'air et se sentir fabuleuse devrait être le droit de toute femme. Toutes les filles ne peuvent pas se payer une paire de jeans Cavalli, mais j'étais assez sûre de pouvoir créer un jeans qui avait autant de style et qui te faisait un beau derrière pour beaucoup moins cher. De plus, je voyais que tout pouvait devenir plus grand que les jeans. Tout le monde voulait un morceau de cette réalité, vivre en grand. Talons et paillettes, mais sans avoir besoin d'accumuler des dettes de carte de crédit pour y arriver. Et si on donnait aux gens juste une part à un prix accessible et qu'on les introduisait eux aussi à la haute couture? Quand j'ai vu l'ouverture, je suis entrée. Phat Farm se préparait à lancer une collection féminine. Il avait le nom Baby Phat. Depuis environ 6 ans, comme logo sur le petit T-shirt. En 1999, Russell s'est dit qu'il était temps d'entrer sur le marché féminin. Il s'est dit, si on réussit avec les vêtements pour hommes, pourquoi ce serait difficile de faire aussi les vêtements pour femmes? Mais ni mon mari ni son équipe ne connaissaient quoi que ce soit aux vêtements féminins, sans parler des vrais besoins des femmes. En tant qu'homme, ils supposaient que s'ils copiaient les vêtements masculins et les faisaient en taille féminine, les filles voudraient les acheter. Quoi? Parce qu'on aime leurs pantalons amples? Je ne pense pas. C'était un désastre. Je veux dire, c'était des hauts façon maillot de football, des swoosh, des sweats. C'était totalement un truc de fille qui porte les vêtements de son copain. Des gars typiques. Ils pensaient être fly, donc bien sûr, on allait vouloir s'habiller comme eux. Je me suis levée et j'ai dit, je ne porterai jamais ça. Je ne penserai même pas à concevoir des vêtements comme ça. Ce n'était juste pas ma vision de ce qui est sexy ou féminin ou à la mode ou fabuleux du tout, parce que ce n'était pas une garde-robe indépendante pour une femme indépendante. Si je veux porter le jersey de mon copain au lit, soit dit en passant ou jamais ailleurs, je n'ai qu'à le lui emprunter. Pourquoi irais-je l'acheter? Ce n'est pas ça la mode. Russell a concédé.
Il a dit, vas-y, montre-nous ce que toi tu porterais parce que tu en sais plus que nous. La première chose que nous avons imaginée fut le logo basé sur mon chat, Max. Nous avons engagé un graphiste pour dessiner une version très sexy, sensuelle et fluide et la rendre rose évidemment. C'était un logo très hot. C'était la première étape pour n'importe quelle entreprise. Fais ton branding correctement. Fais un logo auquel les gens répondent et qu'ils reconnaissent. Les femmes adorent mon chat Babyfat. Il représente un certain niveau de statut. Une fille stylée, sexy, rusée. Depuis ce temps, des milliers de femmes sont venues me voir avec le chat tatoué sur elles. Je parierais que plus de femmes ont mon chat tatoué que le lapin Playboy, ce qui en dit long sur une marque. Si tu penses à Polo de Ralph Lauren, est-ce que quelqu'un se fait tatouer le petit cheval? Est-ce que quelqu'un porte des boucles d'oreilles en forme de joueur de polo? Je ne crois pas. Mais tu verrais mon chat en diamant autour du cou et du poignet, et elle le ferait tatouer sur le bas du dos. Après tout, c'est un minou scintillant. Pourrait-il y avoir un logo plus fly pour une fille? Donc, j'avais mon logo, mais aucune collection de vêtements à montrer. À ce moment-là, il n'y avait qu'une seule personne qui travaillait avec moi sur toute cette nouvelle initiative. Pourtant, grâce à ma longue expérience de défilé durant l'ère des supermodèles, je savais qu'avant même de commencer à parler de produits, il faut du spectacle. C'est exactement ce que Gianni Versace a fait brillamment à la fin des années 1980, lorsqu'il a fait défiler les plus grands supermodèles du monde sur la chanson Freedom de George Michael. Sachant, comme je le savais, que dans le monde de l'habillement, l'image est tout, j'ai eu le culot de faire ma propre petite version de ça. Notre directeur marketing et moi avons couru comme des fous pour assembler une série de tenues féminines et disperser dans le défilé masculin régulier de Fat Form. Et j'ai clôturé le show comme mannequin final dans un bikini triangle en fourrure blanche que j'avais fabriqué moi-même. C'est un exemple de ma philosophie Fake it till you make it. Personne n'avait besoin de savoir que nous n'avions pas encore une marque entièrement fonctionnelle. Je savais que si cela générait assez d'intérêt, alors nous commencerions à créer la vraie collection. La foule est devenue folle. Qui veut voir des gars en chemise Oxford oversize quand on peut voir une femme magnifique? Cette première exposition a fait parler les gens. C'était comme de l'électricité entre moi et les filles de New York City. Elles commencèrent à entendre qu'elles mouraient d'envie d'avoir des vêtements fabuleux. Elles voulaient de la mode maintenant. Et elles ne voulaient pas le genre de Upper East Side, guindé, street, robe de bal, ce qui jusque-là représentait la mode new-yorkaise. Où allaient-elles porter ça? C'étaient des filles d'Harlem, du Bronx, du centre-ville qui voulaient des jeans, des fourrures, des diamants, des chaussures sexy, une mode enracinée dans la rue et réaliste pour leur vie. Elles étaient prêtes à aller au-delà de Tommy et Ralph, mais elles n'étaient pas servies par aucune marque. Nous étions les pionniers, et c'est ainsi que tout a commencé. Les gens me demandent toujours: comment as-tu commencé? Dois-je aller à l'université? Dois-je étudier la mode et le marketing? Il n'y a pas une seule réponse. Je suis plus street smart que book smart, même si mes rues étaient Londres, Paris, Milan, New York et Saint-Louis. Je n'ai même pas terminé l'université. Je ne dessine pas et je n'ai pas fréquenté une école de mode. Mais j'ai vécu une vie qui m'a permis d'apprendre la mode de l'intérieur et de voir les gourous au travail. En tant que présidente et directrice créative de Babyfat, toute la marque suit mes idées. C'est mon image qui est représentée et ma vision de la mode. Je ne connais pas personnellement les techniques de couture, mais j'ai la confiance pour projeter ma créativité et mon point de vue fort. Je suis impliquée à 100% dans chaque domaine, chaque design, couleur, matière. Je supervise les images publicitaires, les boutiques, les produits et les événements. Je supervise aussi une équipe de designers dans chaque catégorie, des bijoux aux chaussures, des accessoires aux manteaux, aux jeans bien sûr.
Donc oui, les créatifs comme moi peuvent s'en sortir sans diplôme, mais comprends que nous dépendons de ceux qui sont allés à l'école, de ceux qui savent dessiner. C'est pourquoi je dis toujours, tu es bien meilleur que moi. Tu es à person, tu es fit, tu es intelligente, j'ai besoin de toi. La meilleure chose que tu puisses faire pour moi en ce moment est de terminer tes études et de venir travailler avec moi et d'embrasser ton talent. D'un autre côté, si tu ne veux pas devenir designer et que tu vises le marketing mode ou les médias, tu peux obtenir un diplôme dans le domaine que tu veux. Parfois même, c'est une personne d'un tout autre milieu, en mathématiques ou en littérature française, qui apporte quelque chose de nouveau au mélange. Au fond, tout revient à ta personnalité, à ta capacité à travailler avec les autres, à comprendre la mode, la publicité, les subtilités du style, de la célébrité et des médias. Et cela vient de l'expérience professionnelle, des stages et du fait d'absorber les connaissances par tous les moyens possibles. C'est pourquoi j'aime personnellement quelqu'un qui a du street smart. Ce type d'intelligence repose sur l'intuition, la dévotion, la détermination et le désir. Le street smart, c'est quand tu es seul et que tu n'as rien d'autre que toi-même. Le street smart est plus brut, il est inné ou il ne l'est pas. Il concerne ta survie, pas seulement ton GPA. Si tu as du street et pas d'école, tu peux quand même impressionner tout le monde par ta brillance. Beaucoup de choses se répandent par le bouche à oreille. Quelqu'un dit que tu es bonne, alors peut-être que tu l'es. Tu ne fais pas d'enquête de type Big Brother sur les gens et je suis sûre que c'est pareil dans bien d'autres milieux créatifs. Si tu es street et école, c'est double étoile d'or à mes yeux. Parce que la vie ne se limite pas à comment moi je l'ai fait ou comment Russell l'a fait. Dans mon entreprise, oui, nous venons du terrain, nous nous soutenons, nous élevons notre famille, mais nous engageons aussi de grands cadres pour des postes juridiques, managériaux et financiers. Et la première question qu'on leur pose est « Où est votre diplôme ?» J'ai connu une ascension non conventionnelle en affaires et j'ai appris sur le terrain. Le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un est de transformer chaque situation en opportunité, d'apprendre, de créer des contacts et de bâtir des relations personnelles. Sois rusé, affamé et connais ton industrie. Si tu deviens complaisante et que tu ne cherches pas à améliorer ta situation, tu vas rester coincé dans l'enfer Xerox, alors que tu aurais peut-être pu éviter ça pour quelque chose de bien plus excitant. Quand tu es dans le feu de l'action, les affaires ne sont pas aussi intimidantes qu'elles en ont l'air quand tu restes en dehors. Voici quelques vérités fondamentales. Vérité d'affaires A. Les personnes qui réussissent sont celles qui agissent sur leurs idées. Tu n'as pas besoin d'inventer quelque chose de révolutionnaire. Ne reste pas paralysé par la peur que ton idée ne soit pas assez bonne. Je ne le fais pas. Ma voie consiste à prendre ce qui existe déjà et à le rendre meilleur que quiconque. Oui, je comble un vide avec mes entreprises, mais souvent, je fais des choses qui ont déjà été faites auparavant. Ce que tu réalises, c'est que tout a déjà été fait. Mais peux-tu trouver une nouvelle façon de le faire pour une nouvelle ère ou un nouveau public? Et surtout, vas-tu agir dessus ou seulement en parler? Vérité d'affaires B. Tu as besoin d'une nouvelle idée chaque mois. Peux-tu continuellement innover et croître? À sa base, BabyFat reflète mon goût et mon style de vie. Ce n'est pas juste de la mode, c'est tout un lifestyle. Je veux dire, je sais que je ne suis pas la seule à penser que Pottery Barn est juste ennuyeux. J'ai dit un jour au magazine Vibe que je voulais que BabyFat devienne un élément permanent dans les maisons des gens, autant sur les vêtements que les meubles et leurs draps de lit. 4 règles pour s'habiller pour le succès. 1. En général, plus de peau est égal moins de pouvoir. Trouve d'autres façons de dire fabuleuse que de montrer ton corps, silhouette intéressante, accessoires brillants, chaussures qui attirent le regard. 2. Sois créative même avec les dress codes conservateurs. Si tu dois porter un tailleur, vois-le comme une toile blanche pour t'exprimer. Porte un haut féminin en dessous, ajoute une broche colorée ou adoucis les règles avec un cardigan sur une jupe crayon.
3. Les logos géants. OK, si tu es dans une équipe de football, mais au bureau, c'est trop. Garde les super logos pour après le travail. 4. Les chaussures usées détruisent l'image instantanément. C'est comme venir au bureau avec du dentifrice sur le visage. Tout le monde le voit. Voilà comment tu dois penser. Quoi de neuf? Qu'ai-je manqué? Qu'est-ce qui arrive ensuite? J'aime ce qu'Ice Cube a dit récemment. Quand j'ai commencé, j'avais de petits rêves. Mon objectif était juste d'avoir une chanson à la radio, c'est tout. Mais je reconnaissais les opportunités. Mon père disait, les opportunités viendront chaque jour. Sois prudente avec celles que tu laisses passer car elles pourraient ne jamais revenir. Alors j'ai gardé mes antennes levées. Sur un plateau de tournage, je me demandais, qui puis-je rencontrer ici? Qui peut m'aider à créer quelque chose de nouveau? Parce qu'il cherchait toujours la prochaine bonne idée. Ice Cube est devenu une star avec des opportunités incroyables qu'il ne s'attendait jamais à trouver. Vérité d'affaires C. Tout le monde a besoin d'au moins un mentor. Demande à 50 Cent, Alicia Keys ou Oprah et ils te diront combien ils ont appris de leurs mentors, avocats brillants, comptables futés, producteurs innovants, et souvent de gens plus âgés, plus sages qui leur ont transmis leur savoir. Il n'y a pas une seule personne à succès que je connaisse qui n'ait pas bénéficié d'un mentor puissant. Nous avons tous besoin de ces personnes sur notre route qui voient notre potentiel, nous montrent à quel point nous pouvons aller loin et nous poussent à essayer plus fort. J'ai eu la chance d'épouser l'un des plus grands bâtisseurs de marques que la culture populaire ait jamais connu. J'ai tout vu de près, les bons comme les mauvais moments. J'ai appris directement et j'ai fait ce que j'ai vu. Je n'aurais jamais eu ce succès sans plusieurs personnes dont la sagesse m'a sorti de situations délicates. Je crois que chacun a besoin d'avoir un mentor ou même un groupe de personnes qui peuvent te pousser. Si tu débutes, trouve une femme que tu admires et essaie de développer un lien avec elle. Tu serais surprise de voir combien de personnes sont flattées qu'on leur demande des conseils. Si tu es déjà avancé dans ta carrière, n'oublie pas de te retourner. Quel jeune pourrais-tu aider à ton tour? Ce que j'ai remarqué chez les jeunes qui arrivent dans le milieu des affaires, c'est que leur plus grand obstacle est souvent leur propre doute. Il est facile de laisser les pensées négatives s'infiltrer et saboter tes chances. Nous y sommes tous vulnérables. Et généralement, c'est parce que nous avons peur des défis et responsabilités qui viennent avec une promotion. Ce qui est crucial, c'est de construire une résistance mentale à ces pensées auto-sabotantes. Elles te vident de ton énergie, te rendent moins agréable à fréquenter et donc moins employable. C'est de la self-défense mentale. Si tu bâtis une forteresse intérieure avec « je peux, je vais y arriver », alors rien ne pourra te renverser. Le guide express de Kimura pour reprendre ton pouvoir. 1. Ne rejette pas la faute sur le système, sur ta scolarité complètement ratée ou sur les occasions que personne ne t'a jamais données. Ça te rend impuissante et prouve que tu n'es pas en contrôle de ton destin. Dire ce n'est pas juste te fait t'enfoncer dans des sables mouvants. Plus tu le dis, plus tu y crois et moins tu as d'élan pour bouger. Reconnais que tu peux avoir des obstacles particuliers au travail, mais comme beaucoup de personnes à succès avant toi, tu vas toi aussi trouver une façon créative de les contourner grâce au réseautage, au stage et à la pensée latérale. 2. Il y a presque toujours un moyen d'entrer quelque part. Ce n'est peut-être pas l'emploi parfait ni la plateforme idéale pour tes talents, mais si ça te met dans le milieu où tu veux aller, prends-le. Souviens-toi, beaucoup de gens à succès ont commencé dans la salle de courrier. 3. Ton potentiel sera remarqué. Si tu travailles dur, si tu es engagé et si tu amènes la meilleure version de toi-même, tes efforts seront vus. Dans nos bureaux, on dit souvent « travailler gratuitement ». Fais tout ce que tu peux pour rentrer par la porte. Parce que si tu remplis un besoin et deviens indispensable, en plus d'avoir une attitude fantastique, on ne voudra jamais te laisser partir. Savais-tu que plusieurs directeurs de département de Fat Farm ont commencé comme stagiaires? 4. Vois le côté positif du rejet. Une porte qui se ferme peut en ouvrir une autre.
Tu n'étais peut-être pas la bonne personne pour ce poste spécifique, mais si tu as impressionné l'employeur, il pensera à toi pour d'autres opportunités ou parlera de toi à ses contacts. C'est comme ça que tout fonctionne, le bouche à oreille positif. Alors même si on te dit, nous ne pensons pas que tu sois la bonne personne pour ce poste, mets un beau sourire professionnel et réponds, merci, j'ai aimé notre rencontre. J'aimerais que vous pensiez à moi pour de futurs postes. Encore mieux, envoie une note manuscrite de remerciement le lendemain. Avale ta fierté et souris. 5. Le manque d'expérience et de connaissances semble un handicap immense quand tu es dehors à regarder les portes, mais ce sont les obstacles les plus simples à surmonter. Il existe tellement d'informations même si tu n'as jamais mis les pieds dans une université. Commence à apprendre. Va à la bibliothèque ou chez Barnes Noble et fais tes recherches. Si c'est la mode que tu vises, regarde tous les magazines. Qui fait les cheveux? Qui fait le maquillage? Qui sont les top modèles? Quels photographes dominent l'industrie? Quelles agences sont réputées? Regarde les actualités mode, lis les critiques des défilés pendant la Fashion Week. Veux-tu faire de la photographie? Prends des cours, apprends tout sur chaque appareil, chaque objectif, chaque flash, chaque photo de couverture. Cherche chaque info sur ton art et apprends-la. Le savoir, c'est le pouvoir. Commence aussi un carnet d'idées avec des citations inspirantes. 6. Une fois que tu as mis un pied dans la porte, adopte l'attitude « c'est ma chance d'apprendre ». L'expérience pratique, même si parfois elle est ingrate, est ton éducation. Avant même que tu t'en rendes compte, le fameux « je ne suis pas allé à l'école pour ça » devient sans importance, parce que tu es armé d'une énorme quantité de nouvelles connaissances, même en tant que bénévole ou assistante débutante. Comment quelqu'un passe de stagiaire à présidente? Comment devient-on tellement indispensable qu'on crée un poste pour toi plutôt que de te laisser partir? C'est un mélange d'inspiration et de persévérance. C'est la créativité plus l'initiative, même au niveau débutant. Est-ce que tu offres quelque chose que personne d'autre n'offre? Est-ce que tu fais ces heures non dites qui prouvent ton engagement? Parce que si tu pars à 17h01 chaque jour, je vais supposer que ce n'est pas le cas. Comment rebondir à partir du bas? Autrement dit, gravir les échelons depuis le niveau débutant. Deviens la source au courant de quelqu'un. Sois celle qui vient annoncer au patron ce qui se passe, le show que tu as vu dans le Bronx, ce que les gars portent à Harajuku. Sois la personne connectée au terrain, à la rue, au Google vivant. Eux, les patrons, ne veulent pas sortir chaque soir. Ils veulent rentrer dans leur appartement d'1 million de dollars. Alors utilise ton antenne et mets ta jeunesse à profit. Sois le connecteur. Sois celle qui connaît tous les jeunes de ton industrie. Va aux événements, bouge, crée des liens tôt. Quand tout s'écroule et qu'il faut résoudre un problème en urgence, tu seras celle qui sait exactement qui appeler. Dans presque toutes les industries, ce sont les bonnes relations qui créent ta fondation solide. Garde ton chagrin pour toi. Facilite la vie des gens. Sois clair, positive, simple dans ta communication. Ne viens pas au travail avec tes bagages personnels. Je ne veux pas entendre comment le métro était horrible, ni ton histoire de vie, ni ton opinion sur ce que je fais. Garde ça pour tes amis. Quand tu n'es pas sûr, garde la conversation professionnelle. Une fois la relation établie, tu peux glisser de petites touches personnelles, amusantes et positives. La question basket ou pas basket au travail. Si tu as un job où tu n'as pas besoin de sneakers pour le confort, évite de mettre ta paire préférée le matin. Je dis toujours, ne porte pas de sneakers au bureau si tu veux faire bonne impression. Porte-les dans le métro si tu veux, mais pour le travail, talons aux ballerines chic. Les sneakers envoient le mauvais message. Casual, pas fabuleuse. Ça ruine ton image d'autorité et ta sophistication. Et ça tue aussi la petite touche sexy que ton haut apportait. Sois gentille avec la réceptionniste. Ne la prends jamais pour juste la fille de l'accueil. Cette fille ou ce gars est un génie.
Elle gère des centaines d'appels, connaît le nom de chaque collaborateur et peut faciliter ou saboter ta journée en un claquement de doigts. Traite tout le monde avec dignité, du livreur FedEx à l'équipe de nettoyage. Si tu es la meilleure réceptionniste ou la meilleure personne du courrier, sache que chaque jour est une chance d'impressionner les hauts placés. Ne sois pas trop cool pour l'école. Attention, la mode, la musique, les médias attirent des gens avec de l'attitude. Mais jouer au super cool peut te nuire si tu n'es pas encore une innovatrice authentique. Si tu commences ta carrière, enlève le mode freeze et travaille comme tout le monde. Je promeus ceux qui font avancer l'équipe, pas ceux qui se prennent pour une reine bee ou un king bee. Citation finale. Au diable les circonstances, je crée les opportunités. Bruce Lee. Tu ne peux pas rester assise à attendre que les gens te donnent ton rêve doré. Tu dois sortir et le créer toi-même. Diana Ross. Il n'y avait aucun manuel pour écrire mon premier album. Il n'y avait aucune règle et je pense que c'est ce qui m'a rendu spécial. Nas. Les femmes doivent maîtriser leur pouvoir. C'est absolument vrai. Il s'agit simplement d'apprendre à ne pas accepter le premier non. Et si tu ne peux pas aller droit devant, contourne le bloc. Cher.